Petite mise en situation. Lui, c'est Jmook, un joueur pro de Smash Bros Melee. Un joueur qui fait de plus en plus parler de lui grâce à ses nombreuses très bonnes places, voire victoires sur certains gros tournois du jeu. C'est pas un petit joueur du tout. Il est quand même capable d'abattre des tops mondiaux sur des énormes tournois, comme par exemple au hasard, le Genesis 9. Pour rappel, c'est quand même l'un, si ce n'est le plus gros tournoi du jeu au monde, qu'il finira d'ailleurs par gagner. Voilà, vous voyez bien le topo du mec, et imaginez maintenant, vous êtes Jmook, vous participez au FET 3, un tournoi britannique, vous avez fait le déplacement depuis les États-Unis, vous arrivez même en finale contre le numéro 1 mondial, et là... Exactly. Sometimes you do just get checkmated. Huh? Je suis très confusé. Only one of them knows what's happening. On its way. Jmook unplugged his controller? Maybe that's the issue. Votre manette vous lâche en plein jeu. Certes, il reprendra le match avec la manette d'un autre joueur, mais finira malheureusement par perdre cette finale. Bon, c'est extrêmement frustrant, mais heureusement, c'est assez rare pour le souligner. C'est pas comme si ça arrivait sur... Yeah, and this is gonna be big as well, forcing Jmook off stage. Jmook! No, no, He looked down! He looked down his non, controller. c'est impossible. I don't C'est like this. impossible. I don't like this. No way! No! Are you kidding me? Oh là là. The Jmook curse has struck again. Ouais. Jmook est réputé pour ses problèmes de manette en tournoi. On pourrait presque parler de malédiction à ce stade. Pour rappel, les joueurs de Smash Bros Melee jouent au jeu avec des manettes GameCube. Ce qui est fou, c'est qu'elle a tout de même la réputation d'être parfaite selon beaucoup de joueurs de Melee. Adaptée et ergonomique pour sa console, elle est considérée par beaucoup comme la meilleure manette jamais conçue. Pourtant, est-ce vraiment le cas? Sachant qu'en plus, on est arrivé à un point où il existe la Porsche des manettes GameCube, une manette considérée comme son concurrente, pouvant coûter plus de 300 €. Comment en est-on arrivé là? Pour y répondre, on va devoir revenir un peu sur son histoire. Cette manette a plus de 20 ans. En plus d'être plus vieille que moi, elle a la particularité d'être sortie après l'affreuse manette 64, qui déjà en 96 était critiquée pour son ergonomie aussi satisfaisante à manipuler que du béton, notamment avec ses 3 branches, où on ne savait juste pas comment la tenir. Mais force est de reconnaître qu'elle avait au moins le mérite d'être en avant sur son temps, avec son stick qui était plus adapté pour les gens en 3D qu'elle arrivait sur la console. Après le succès de la Nintendo 64, quand il fallait sortir la future GameCube, encore appelée sous le nom de code de Project Dolphin, pour Nintendo c'était clair, il fallait rectifier le tir. Elle était certes appropriée pour le public américain, mais pas du tout pour le public japonais. Elle était trop grosse selon les joueurs nippons. Et des dires d'Iwata lui-même, Nintendo est obsédé par les manettes, voulant toujours trouver la bonne manette, la manette idéale pour leur console, et c'est normal à vrai dire. Pour la prochaine console de Nintendo, il va falloir se retrousser les manches et inventer la future plus grande manette de Nintendo. Et pour ça, qui de mieux que le GOAT lui-même pour la concevoir? Shigeru Miyamoto, rien que ça. 3 années. Ça lui aura pris 3 années à designer et à concevoir. D'ailleurs, pour l'anecdote, l'un des premiers brevets de cette future manette nous montre une Wiimote. Et oui, elle devait être conçue pour la GameCube à la base. Elle était filaire et ne possède pas de si grosses différences avec la Wiimote actuelle. Miyamoto voulait que cette manette puisse être accommodée par le plus grand nombre de joueurs. Il a dit en interview que même une grand-mère peut facilement la prendre en main. Ça risque de prendre un peu de temps, avant de voir ma grand-mère en Fox Ditto sur Battlefield sans objet, mais... Elle a eu plusieurs formes lors de sa conception, avec des branches plus longues et la disparition de la croix directionnelle. Une manette un peu maigre, mais qui changera assez vite de design, comme on peut le voir sur la première présentation de la GameCube par Miyamoto lui-même au Nintendo E3 2001. Et oui, son design a encore évolué. On parle là de la Wavebird Wireless Controller. America, fuck yeah. Elle est devenue plus épaisse, les boutons ont changé de forme, la simple croix directionnelle a été ajoutée, mais surtout, l'ajout le plus spectaculaire là-dedans, c'était sa capacité à être utilisée sans fil. Vous ne vous rendez sûrement pas compte de la dinguerie que c'était pour l'époque, car, pour rappel, on est en 2001. Ça n'existait juste pas. On est à la période de la première Xbox, de la PlayStation 2 et de la Dreamcast. Elle fonctionnait avec la fréquence radio et pouvait être utilisée dans un rayon de 6 mètres autour de la console. Niveau innovation, ça fait quand même 1-0 pour la future console de Nintendo face à la concu. Mais le modèle qui sera définitivement retenu, c'est elle, la fameuse GameCube Controller. C'est son nom. Tout est calibré et pensé pour le confort, la taille des boutons, l'emplacement du stick et de sa croix, la gâchette, bref, tout. Des dires d'Ashida Kenichiro, l'un des designers de ce bijou. Selon moi, la manette idéale est celle dont le joueur oublie qu'il la tient en main. Et d'ailleurs, si à la base il n'y avait pas de croix directionnelle sur les prototypes, c'est juste dû au fait qu'on vient de passer le cap de la 3D dans les jeux vidéo. Une immense avancée qui ne nécessitait plus vraiment l'utilisation d'une croix, mais plutôt d'un stick. Bref, nous sommes le 14 septembre 2001, la console est prête, sa manette aussi, c'est parti.
La GameCube vient d'être relancée, les joueurs et la presse sont plutôt satisfaits, malgré son semi-échec. Elle n'avait pourtant rien à envier à ses concurrentes, elle était même plus puissante que la PS2. Certains justifieront cet échec dû à l'absence d'un port DVD, un support de jeu en mini-disque avec un faible espace de stockage, pas de jeu en ligne, qui pourtant commençait à se démocratiser, ou aussi le fait qu'elle est sortie 3 jours après un événement particulier à New York en 2001. Oui. Cependant, il y a un certain consensus avec les joueurs. Elle a vraiment très bien marqué les esprits. Beaucoup de gens de mon entourage, et aussi sur internet, attestent qu'il s'agit là de l'une des meilleures consoles de Nintendo. Bon, j'ai bien rappelé le contexte historique de la GameCube et tout ça, mais il y a un petit jeu dont j'aimerais beaucoup parler. Je pense que c'est peu de dire que Melee a réussi à marquer son époque. La suite directe de Smash Bros 64. Forcément, il a lui aussi trouvé son public, en étant l'un des jeux les mieux vendus de la console. Un jeu familial où le but premier est de défoncer son adversaire pour qu'il dégage du terrain. Avec la particularité sympathique d'avoir un roster de personnages de Nintendo. Donner à des enfants la possibilité de taper Pikachu avec Mario, et vous êtes sûr que ça va marquer les gens. C'est déjà une folie en soi, et là, sur GameCube, on a sa suite. En plus beau, avec plus de personnages, plus de terrain, bref, tout en mieux. Et si je parle de ce jeu, c'est parce qu'il représente le mieux pourquoi on a encore des manettes GameCube aujourd'hui. Et là, on peut revenir de nouveau aux manettes. Et vous avez vu, hein, je transitionne bien. Les joueurs découvrent assez tôt que le jeu renferme quelques secrets. Ça commence d'abord par des trophées aides, des terrains, des personnages ou autres. Mais il y a un petit point, un petit quelque chose qui rend ce jeu beaucoup moins familial. Je parle des techniques. Le jeu est imbibé de techniques complexes, assez dures à manipuler pour les non-habitués. Comme par exemple le wave dash, la dash dance ou le L-cancel. Ce sont des choses sur lesquelles je reviendrai bien plus tard, ne vous inquiétez pas. Elles ont vraiment été designées exprès, elles ont été pensées telles quelles pour le jeu. Et l'un des éléments les plus importants pour bien maîtriser ces techniques passe par la manette. Surtout par le stick. Pour les habitués de jeux de combat, vous avez sûrement la rêve de cette manette. Une boîte, possédant des boutons et un stick, assez similaire au contrôle de bornes d'arcade. Elle fonctionne comme un interrupteur. Si tu appuies sur un bouton, l'interrupteur est levé. Si tu le relâches, le levier est baissé. C'est du simple binaire. Il n'y a pas beaucoup de différence avec une manette de GameCube. Mais c'est l'intégration du stick à Melee qui va faire la différence. Le stick sur Melee et les Smash de manière générale ne fonctionnent pas comme du binaire. Quand tu veux te déplacer sur Smash, tu dois pousser ton stick graduellement. Et tu peux ajuster à quelle force tu pousses ce dernier. C'est comme pousser le levier d'avant, mais progressivement. Et plus tu le pousses fort, plus tu vas aller vite et loin dans le jeu. Hormis le fait que je suis littéralement en train de vous expliquer comment pousser un stick, c'est super important de comprendre ça, car les sticks sur les manettes de jeux de combat traditionnels ont 8 directions possibles, alors qu'une manette GameCube en a 360. Et vous vous rappelez des techniques que j'ai citées précédemment là. Par exemple le wave dash, qui consiste à esquiver en diagonale après un saut, et permet de faire cette petite glissade que vous voyez là, mais aussi la dash dance, où là c'est juste pousser de droite à gauche très rapidement votre stick, et permet d'impressionner tous vos amis en soirée. Et bah ces deux techniques qui sont utilisées absolument partout et tout le temps dans le jeu, nécessitent de correctement placer votre stick. Et c'est loin d'être la seule technique qui a besoin de précision. À haut niveau, il suffit juste que vous orientez mal votre stick et vous pouvez perdre votre match. Oh, beautiful angle, but he misses the ledge dash. Leffin. I heard that. Il y a des professionnels du jeu qui ont littéralement annulé leur venue à des tournois, parce que leur manette avait des problèmes légers ou plus importants. Après, d'un côté, c'est normal. Imagine faire ton métier avec du matos de merde, ça serait cocasse. On a des histoires comme celle de Leffen, un énorme top mondial, où ça lui arrivait quand même quelques fois de ne pas venir à un tournoi parce que sa manette fonctionnait mal. Il a quand même dépensé plus de 5000 $ là-dedans, hein, et a sérieusement pensé à quitter la compétition à cause de ça. Je veux dire aussi, bordel, regardez-moi la collection de manettes de Mewtwo King, anciennement un top mondial également. Bon là c'est un cas un peu à part, hein, mais vous voyez ce que je veux dire. En fait, beaucoup de joueurs à haut niveau cherchent une chose en particulier, la manette GameCube parfaite. En voilà quelque chose qui fait rêver, forcément pour un jeu aussi précis, mais en même temps, quand on y pense 2 secondes. Ce sont des manettes, elles sont pas censées être toutes les mêmes. Eh bah, absolument pas. Malheureusement, rien n'est éternel dans ce monde. Et ce ne sont pas des manettes de gamers qui vont échapper à la règle. Surtout si on l'utilise vraiment à fond, avec énormément d'actions à la fois. La manette s'use, et c'est normal. Mais c'est sur le stick que ça devient le plus gênant. Vous voyez ça? Ça s'appelle un potentiomètre. C'est l'appareil qui permet de traduire les mouvements de ton doigt en valeur numérique. Et cette chose peut être calibrée. Si tu mets ton stick entièrement en diagonale par exemple, ça peut être interprété différemment si le potentiomètre est calibré légèrement vers la droite ou la gauche par exemple. Ce qui est gênant, c'est que le potentiomètre d'une manette
n'est jamais parfaitement calibrée, même lorsqu'elle est neuve, et qu'en plus, à force de l'utiliser, il s'use et ne devient plus aussi efficace et précis qu'il était autrefois. Ce que je décris porte un nom, ça s'appelle le pod. On peut d'ailleurs le vérifier sur l'écran de sélection du jeu. Si vous mettez votre stick à fond d'un côté et que le curseur continue à se déplacer vers le haut ou vers le bas, bravo, vous avez du pod. Il y a aussi la portée du stick qui peut gêner. Certains sont calibrés pour aller plus vite et plus loin que d'autres, ce qui permet littéralement d'aller plus vite par rapport à d'autres manettes. Et je ne parle même pas du snapback. Quand vous poussez votre stick vers une direction et que vous le relâchez d'un coup, le stick va avoir un espèce de mouvement de rebond, ce qui va également être transcrit en valeur dans le jeu, et donc impacter ce que vous faites. Certaines manettes auront plus de snapback que d'autres, et c'est quelque chose qui peut bien sûr se dégrader avec le temps. Il y a les gâchettes aussi. Même si ça ne concerne pas le stick, elles peuvent avoir des ressorts plus ou moins solides, demandant plus ou moins de force sur les boutons à exercer, ce qui peut générer à terme plus de fatigue. Vous en conviendrez, aucune manette n'est identique. Après, c'est sûr qu'au début de la compétition, ce n'était pas vraiment la priorité des joueurs d'avoir une manette parfaite. Mais plus le niveau augmentait, plus ça devenait important. Des concepts comme l'aerial drift, c'est simplement le fait de bouger en l'air pour résumer, les tilts, des attaques au sol qui peuvent être utilisées dans toutes les directions, ou simplement le fait de diriger Fox pendant ce up-B, peuvent devenir très gênantes à réaliser efficacement. Mais la technique qui représente le mieux le problème que c'est d'avoir une bonne manette, la technique ultime qu'il faut savoir réaliser, le shield drop. C'est la technique qui explique le mieux pourquoi avoir une bonne manette est primordial. Et aussi pourquoi j'ai acheté une manette de con à 100 balles. C'est le fait de descendre d'une plateforme en ayant un bouclier. Il faut savoir que c'est une position désavantageuse d'être en bouclier sur une plateforme, car il se pourrait qu'un salaud vous attende en bas. Tu peux rouler, tu peux sauter, faire une esquive sur place, ou te faire toucher avec ou sans ton bouclier. Et donc vous comprendrez que le shield drop, qui te permet de descendre de la plateforme et en plus de pouvoir défoncer ce salaud, transforme cette position à votre avantage. Cool, ça a bien redéfini la méthode de mêlée sous plein d'aspects, mais le souci c'est que la technique dépend de votre manette. Il y a des manettes où cette manipulation est plus facile, comme par exemple la manette GameCube Collector Smash 4 Edition à plus de 100€. En effet, cette dernière rend le shield drop plus simple à exécuter que sur des manettes traditionnelles de GameCube. Mais il y a aussi même des manettes personnalisées avec des modifications apportées pour le shield drop. C'est ce qu'on appelle des notches. Ça peut aider pour le shield drop, mais aussi pour de meilleurs wave dash, des meilleurs DI, pour Directional Influence, c'est le fait de diriger ton personnage après un coup, et aussi choper plus précisément les 352 angles possibles du up-B de Fox et Falco. Mais tout ce que je viens de dire a été à peu près corrigé depuis 2017, nommé l'UCF, le Universal Controller Fix, un mode qui permet au jeu de mieux lire les actions de ta manette en quelque sorte, permettant même à des manettes moins bonnes d'effectuer des shield drops. Il a pas fallu longtemps pour que ce mode soit utilisé dans la compétition mêlée. D'ailleurs, pour la petite anecdote, le créateur de ce mode, c'est Dan Salvato, le même créateur que Doki Doki Literature Club. Vous faites ce que vous voulez de cette info. Mais du coup, si on a un mode permettant de mieux jouer même avec des manettes mal calibrées, a-t-on toujours besoin de chercher la manette parfaite ? La réponse est oui, et c'est même devenu pire qu'avant. On parle là des joueurs de mêlée, pousser quelque chose à fond, ils ont ça dans le sang. Et laissez-moi vous présenter, des gens jouent à Smash avec ça ? La box. Une boîte, littéralement, lisse et ergonomique, avec plusieurs boutons simples, sans stick, et avec le prix dérisoire de... Ah putain, sale bâtard ! Elle est tout de même entièrement digitale, il n'y a pas de potentiomètre, vu qu'il n'y a pas de stick. Toutes les actions sont transmises comme des inputs basiques, et ça concerne aussi les directions. Pour changer ta vitesse, il y a des boutons permettant de le faire. C'est ce qui permet de choisir si on veut courir ou marcher, par exemple. Et bien sûr, grâce à cette manette, le shield drop devient bien plus facile à réaliser, vu qu'il suffit juste d'appuyer correctement sur un bouton. On pourrait penser que ça y est, c'est la manette idéale. Malheureusement, pour ceux qui connaissent déjà Melee, certains en voyant cette boîte ont juste dû lever les yeux vers le ciel. Et oui, cette manette est plus ou moins controversée. Elle a été créée à la base par Axdolar, un joueur qui était extrêmement réputé pour sa technicité et sa rapidité, classé tout de même 6ème meilleur joueur mondial de Melee pendant un certain temps. Mais malheureusement, son excellent niveau avait un prix. Il jouait avec un tel niveau de rapidité qu'il en avait de sévères blessures aux mains. Il a déjà annulé sa venue à des tournois importants, et a même subi des opérations à cause de ça. Au point même que Masahiro Sakurai, le créateur de la licence Smash Bros, en a entendu parler. 前作スマブラデラックスはスピードが速く極めようとすると操作難度が極めて高いため、これはより高度な操作を求める上位層やその観客には良かったんですが、カジュアル層には厳しすぎます。それによって検証になった選手とかもいましたしね、美点でもあるし反省点でもあると思います。So, this just wasn't one of my best nights. I did the fastest wave shine in the history of this planet, but it was so frame perfect. I felt like literally an explosion in my hand. So that's that's the surgery that I had. That's the surgery, dude. Basically, I obliterated the ball on my wrist. Okay.
Okay. Like, Damn. my hand was done for like a month. They took an MRI. My Yeah, bone had no yeah, yeah. cartilage. Yeah, The doctor yeah. had never seen some shit like this. He was like, "You did this from playing a video game?" Est-ce que ça vaut vraiment le coup de se tuer à ce point, à cause d'une manette? Elle a beau être designée pour être ergonomique, hein, la manette GameCube n'est pas non plus faite pour être utilisée pendant des milliers d'heures avec des actions rapides et répétitives. C'est possible d'ajouter des options ergonomiques sur PC, mais sur manette, comment on fait? Et c'est là qu'Axedolar revient avec ce projet de box. Son docteur qui lui avait littéralement dit qu'il fallait arrêter sa carrière vu à quel point sa manette le détruisait, lui il décida plutôt de faire sa propre manette ergonomique et utilisable pour les gens souffrant des mêmes problèmes que lui. C'est une belle histoire, hein. Je vais casser assez vite le délire. Déjà, on soupçonne la fameuse boîte noire d'être un concept volé de la Smash Hitbox sortie en 2016. Sachant qu'Axe était avant en contact et travaillait avec l'équipe de la Smash Hitbox pour taffer sur une nouvelle potentielle manette du genre, mais que l'entente entre les deux parties n'était pas bonne du tout, c'est là qu'il décide de dégager du projet et de créer sa propre manette. Et une sale affaire de trahison et de plagiat, ça aide pas vraiment pour l'image. Et ajouté à ça, la box permet de faire des actions complexes bien plus facilement, comme le shield drop qu'on a vu avant, mais aussi d'angler parfaitement le up B de Fox, et de faire également de très bons wave dash et wave shine. Elle a beau avoir été créée à la base pour des gens souffrant de problèmes aux mains, des personnes n'en possédant pas forcément peuvent tout à fait sortir leur carte de crédit et foncer ajouter ça au panier, vu qu'elle permet de faire des inputs bien plus précis et régulièrement. Et forcément, avec des avantages pareils, la box peut rendre certaines personnes... But then I lose to fucking Box Pikachu! Cheater! méchantes. Dans la tête de certains, et encore aujourd'hui, cette manette donnera toujours plus d'avantages qu'à d'autres. Honestly, I'm like very tempted to like be the trendsetter for this. Like potentially do what I did for Ultimate Coin Box. Mango, Zane, me, you ask any of the top 6 players, they'd be like, yes, go for it. So tempted. I will say, I hate Box, but if you ban Box, then you gotta take Cody's controller away because his shit's cheating. You gotta take away my Goom Wave because it's cheating, and you can't do that. That's just how I feel about it. Axe a eu beau vouloir bien faire avec son projet, c'est aussi une personne qui a eu son lot de drama. Pour certains connaisseurs de la scène de mêlée, vous voyez déjà de quoi je parle. Mais ça serait malheureusement trop long et chiant à expliquer pour ceux qui ne savent pas. Mais bon, je suis pas non plus là pour parler de tout ce qui s'est passé autour de cet énergumène. Mais tout ce que vous avez besoin de savoir, c'est que cette manette, avec sa variante la Frame One, sont toujours assez utilisées aujourd'hui et qu'elles sont légales en tournoi. Que vous les aimiez ou non, il va falloir faire avec dans tous les cas. Mais en vrai, qu'est-ce qui empêcherait nos belles manettes GameCube d'avoir juste une meilleure ergonomie interne? D'éviter tous les problèmes de calibrage ou de dégradation? C'est là que le modding de manette va entrer en jeu, et passer un grand gap. Ce que vous voyez là, c'est une Goom Wave. Une manette assez similaire en apparence à n'importe quelle autre manette GameCube trouvable à 30 € sur le bon coin, mais elle a le mérite d'aller beaucoup plus loin que ça. Développée par Goomy, un joueur de Samus, on se rend compte en ouvrant cette dernière que le circuit imprimé n'est pas tout à fait le même qu'une manette classique. Et oui, ce circuit permet de la modifier comme bon nous semble. On peut calibrer son stick, gérer sa sensibilité, etc. Elle a été bannie. Oui, je spoil. Et oui, vu que tu peux calibrer ton stick comme tu veux, ça te permet de faire des mouvements et des techniques que d'autres ne pourraient juste pas faire. Ou plus difficilement, comme la gestion des up tilt par exemple. Pour faire ce qu'on appelle un up tilt, qui est une attaque au sol, je le rappelle, tu dois vraiment ajuster comme il faut la force de ton stick, le mettre vers le haut et appuyer sur A. Sauf que si tu mets ton stick vers le haut trop fort, et bah tu sautes, ce qui n'est pas du tout l'objectif de base. Et bah avec une Goom Wave, tu pouvais modifier la force demandée sur le stick. Ça permettait aussi de pivoter plus facilement et d'enchaîner le up tilt. Genre ce que vous voyez là actuellement, c'est beaucoup plus dur à faire avec une manette classique. Ça rendait aussi le dash back out of crouch plus facile. C'est le fait de se retourner avec un dash en étant accroupi. Ça là, ce truc là, c'est très dur. Et forcément, il y a eu beaucoup de débats autour de ces Goom Wave, si c'est de la triche ou pas. Sans parler du fait que son code source était un peu caché et secret. Pendant longtemps, les gens ne savaient concrètement juste pas comment elle fonctionnait. On the other side, I also think Goom Waves have been downright terrible. Part of them doing wrong and part of the scene just not being set up for this kind of things, and then they allow them before they check them. There's a reason why most things normally take a long time to get to market, and I think people just rushed it and did not really think about the consequences. Thoughts on Twitter calling Goom Wave cheater controllers? They're right. I don't get those people who try to say their shit's not cheating. I know my shit's cheating, but I admit it. Again, I say I literally use it because I don't want to fall behind. I don't want to feel like I'm losing to somebody because their controller's better. That sounds awful. Des gens ont créé des gros projets, ont perdu énormément d'argent et ont pensé sérieusement arrêter leur métier à cause d'un potentiomètre, à cause d'un stick qui retranscrit pas très bien tes actions sur une manette. Je veux dire, la Goom Wave et la box sont des sortes de tentatives pour améliorer le confort des joueurs, mais au mieux ça donne un certain avantage, et au pire ça devient juste complètement pété. Et c'est là qu'on arrive pour certains au meilleur format de manette de GameCube, la FOB. Là on tape dans du lourd, on parle là de la manette testée et approuvée par quasi tous les joueurs pros. Assez similaire dans la forme qu'une Goom Wave, elle est aussi
aussi conçu à partir d'un nouveau circuit imprimé dédié pour la manette. La différence se fait déjà au niveau de son code source, qui est totalement open source et trouvable sur GitHub. Les organisateurs de tournois peuvent direct capter son fonctionnement et cramer si elle a un fonctionnement bizarre qui donnerait des avantages. Et de plus, au lieu d'avoir un potentiomètre de merde, elle utilise plutôt un système d'aimant pour capter les mouvements du stick. Sauf que petit bémol, ces aimants sont très fragiles. Si vous avez le malheur de faire ça, il y a de fortes chances que vous deviez en racheter une, et vu son prix, ouais, vaut mieux en prendre soin. J'ai pris un exemple bien vénère, hein, mais même la faire tomber suffit à détruire les aimants. Il faut vraiment faire gaffe, hein, quand on en possède une. Genre, vraiment. Autre petit détail, vu l'accessibilité de son code source, si vous avez le matos et les connaissances pour, rien ne vous empêche de faire votre propre fob, et même de les commercialiser. Après, bien sûr, il faut les connaissances en électronique et avoir de la thune, hein, mais c'est possible. On arrive à un point où n'importe qui peut faire sa propre manette modée, avec aussi de la personnalisation si besoin. Elle offre une grande liberté de ce côté-là, et ce n'est pas n'importe quelle manette traditionnelle qui peut se le permettre. Quand on compare ce que je viens de dire avec les manettes traditionnelles, on se rend compte qu'en fait, les joueurs et les modeurs de manettes se battent littéralement pour améliorer des reliques, alors que les manettes de Sony et de Microsoft n'ont fait que s'améliorer au fil du temps. Elles ont amélioré le format d'année en année. Or pour Nintendo, au cours de son histoire, ils ont fait que changer de formule. Bon, il y a quand même eu des rééditions, hein, des nouvelles versions plus récentes avec des améliorations techniques, ou bien même des manettes GameCube faites exprès pour les Switch, avec même la possibilité de jouer sans fil. Mais bon, c'est loin d'être suffisant pour une utilisation intensive. Si vous voulez jouer à Melee, vous avez deux options. Soit vous possédez une Wii avec le jeu et vous jouez de manière normale, soit vous utilisez le mode Sleepy, permettant de jouer au jeu de manière online sur votre ordinateur. Et en plus avec n'importe quelle manette. Rien ne vous empêche de jouer à Melee avec votre clavier, mais bien sûr ça reste limité au PC. J'ai vraiment hâte de voir la tête des gens si quelqu'un se ramène en tournoi avec son big setup clavier-souris. C'est bien beau de dépenser 300$ pour une manette parfaite, mais ça ne servira qu'à Melee. Personne ne jouera avec ça sur autre chose. Et oui, aussi parfaite soit-elle, une manette de GameCube, c'est vieux, c'est daté. Elle n'est juste pas compatible avec notre époque. Mais à tout problème peut exister une solution, hein, c'est la base en commerce, et c'est là que je vous présente le projet Panda Controller. Une très belle promesse pour les joueurs, une manette GameCube mais au format actuel, avec de bien meilleurs boutons, des bien meilleurs sticks, un port USB-C qui la rend bien plus universelle, des docks aimantés et changeables, non vraiment c'est une manette qui ferait bander n'importe quel joueur de Smash. Le projet Kickstarter avait en 24 heures récolté 700 000 $. Mais bon, là, le simple fait d'avoir entendu Kickstarter vous a peut-être donné un indice sur le déroulé de ce projet. Malheureusement, tout ce que je viens de dire a été annulé. Les problèmes d'usine et les pénuries dues au Covid en 2022 ont fortement détruit le planning de production de cette manette. Et vu que les gens derrière le projet ne savaient juste pas quand tout allait reprendre normalement, ils ont décidé de tout rembourser et de laisser le projet dans les tiroirs. On était à pas grand chose d'une énorme révolution. L'objectif qui était de 91 000 $ à la base s'était vu atteindre le chiffre astronomique de plus de 1 700 000 $. Pour une manette, c'est dire à quel point les gens étaient prêts à aider pour une telle initiative. C'est étonnant. C'est même très étonnant que malgré tout ce que la commu a tenté de faire, malgré tous les efforts, elle est juste condamnée. Je veux dire, c'est pas une mauvaise manette en soi non plus. Elle a des défauts qui concernent une utilisation extrêmement poussée et précise. C'est là où elle est problématique. Si vous voulez jouer à Mario Kart Double Dash ou à Mario Sunshine, il y a très peu de chances que vous soyez embêté par ces soucis de manette. Ça sera beaucoup moins un souci pour un joueur plus casual, bien sûr. Mais vu que les joueurs de Melee sont un peu coincés avec leur console, comment faire? La solution serait-elle de payer? Payer pour avoir une manette précise qui ne se dégrade pas et mieux jouer? Je veux dire, ça commence sérieusement à ressembler à du pay to win, non? C'est une des critiques que j'ai vues sur toutes ces modifications de manettes, qu'elles rendent le jeu moins accessible. Qu'il faut forcément payer 300 € pour pas perdre ses matchs. Pour info, la version sur laquelle la commu joue à Melee, c'est la version 1.02 américaine du jeu. Et notre Axe a gentiment développé la version 1.03. C'est un mode qui permet de corriger des soucis de manette, avec par exemple une version modifiée de l'UCF qui rend le shield drop encore plus simple. Le dashback out of crouch également, hein, comme sur la Goomwave, des modifications de stage, etc. Pour les 1.03 enjoyers, c'est justement l'une des solutions pour corriger tous les problèmes de manette. Mais si ce mode n'est pas utilisé en tournoi, ce n'est pas pour rien non plus. Et oui, hein, le simple fait de modder Melee pour la compétition est déjà en soi très controversé. Si on commençait à faire des patchs, changer ce qui nous arrange et nous dérange, on ne joue plus au même jeu. Melee est un jeu extrêmement dur à maîtriser, oui, mais il est très bien tel qu'il est aussi. C'est aussi pour ça que c'est un jeu à part entière par rapport aux autres jeux de combat. Il y a des règles établies de base qui ne sont pas prêtes de changer. Il vaut mieux modder sa manette ou Melee du coup. Et bah la commu préférera la première option. Mais du coup, une question subsiste. Melee est vraiment pay to win? Si je peux apporter mon point de vue personnel, vu que je commence de plus en plus à jouer sérieusement au jeu et je me déplace même en tournoi, et des tournois majeurs aussi parfois, ça serait hypocrite de dire que j'ai pas envie de gagner. Tous les joueurs le veulent un peu d'ailleurs. Je prends bien sûr beaucoup de plaisir à jouer, mais si je me mets à la place de Jmook et que je venais à perdre un match important à cause de ma manette, je pense que n'importe qui ici serait vraiment en colère. C'est cruel de perdre à cause de ton matériel, bien sûr, mais d'un côté, j'en suis pas du tout à ce niveau-là. Je n'ai pas à dépenser 200 balles pour gagner, car même en le faisant, ça ne changerait rien
à un niveau catastrophique. Si je voulais performer, être le meilleur et gagner des tournois, alors oui, je devrais tôt ou tard passer par la case achat de manette. Mais pour jouer avec des potes tranquillement, ce qui est aussi la base d'un Smash Bros, pour rappel, alors non, une simple manette suffira. Depuis 96, les manettes GameCube n'ont cessé d'évoluer, d'essayer de s'approcher de la perfection. Ça reste juste très dommage que ça soit à la communauté de s'occuper de ces problèmes-là. Mais en même temps, c'est ce qu'elle a toujours fait aussi, vouloir améliorer son expérience et celle des autres. Que des gens en viennent même à modifier son fonctionnement interne, je trouve ça juste fou. Et je trouve qu'on a beaucoup de chance. Peu importe le milieu, des gens talentueux essayeront toujours d'améliorer des défauts, de viser la perfection. Inatteignable pour certains, mais un simple défi à relever pour d'autres.